L'eau thermale est une richesse naturelle pour notre santé. Venez puiser aux meilleures sources à Saint-Honoré-les-Bains, en Bourgogne. Sous le contrôle d'un médecin, découvrez la cure thermale de Saint-Honoré. Traitement de fond naturel des rhumatismes et des voies respiratoires. Saint-Honoré-les-Bains, demandez le meilleur au thermalisme avec la chaîne thermale du soleil. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal régional de la mi-journée. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer, demain, gros plan sur une nouvelle technique de radiothérapie unique en Bourgogne-Franche-Comté. Elle a été investie par le Centre anti-cancer de Dijon. Les animaux sont aussi victimes de la crise. Leurs propriétaires n'ont plus les moyens de s'en occuper. Ils finissent alors dans les SPA. Et enfin, rencontre avec des élèves et des immigrants. Le lycée de Chamblanc en Côte d'Or participe à ce projet national. Des jeunes ont pu dialoguer avec des Italiens ou encore des Kosovars qui ont quitté leur pays d'origine. Mais d'abord, une partie des enseignants et des enseignants-chercheurs de l'Université de Bourgogne est en grève aujourd'hui. Ils dénoncent la modification de leur statut et le mode de recrutement et de formation prévu par la loi de réforme des universités. Ce matin, une assemblée générale a réuni 275 universitaires. La majorité des cours est suspendue. Une partie des étudiants s'est prononcée pour le soutien de cette grève. Une autre assemblée entre étudiants et enseignants est prévue en début d'après-midi pour prévoir les actions à mener. Écoutez une enseignante-chercheur interviewée ce matin par Marianne Picoche et Amélie Doué. Ça porte atteinte aux fondamentaux de l'éducation, parce que c'est important, c'est vraiment important dans notre pays que les enseignants qui élèvent les enfants, qui éduquent, qui instruisent les enfants, soient bien formés. C'est fondamental dans notre République. C'est vraiment quelque chose qui, dans la République française, est un pilier. Et là, on est en train de détruire progressivement ce pilier. Et c'est pourquoi nous sommes en colère. Autre mouvement de grève qui dure, celui du centre de traitement du courrier de la Poste de Dijon qui entre dans sa deuxième semaine de conflit. Plusieurs centaines de courriers restent en souffrance. Cause du conflit, la restructuration du centre. François Fillon a lancé hier à Lyon son plan de relance de l'économie française. 1000 projets d'investissement ont été présentés. Et en Bourgogne, de l'argent public sera injecté dans la rénovation de la prison de Dijon, du tribunal d'Auxerre ou encore pour la restauration des cathédrales de Nevers, Autun ou Sens. Grande absente, la RCEA qui traverse la Saône-et-Loire. Depuis plusieurs années, le projet est en manque de financement. Elsa Bezin, Michel Garnier. Le reportage arrivera dans quelques instants. On développe le reste de l'actualité avec le cancer qui reste la première cause de mortalité dans le monde. 270 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France. Le centre Georges-François Leclerc de Dijon vient de se doter d'un appareil Trilogie, un appareil de radiothérapie qui est unique en Bourgogne-Franche-Comté. Explication Anne Berger, Amélie Douy. Les tout derniers réglages de l'appareil avant la séance de radiothérapie. Ces deux radiophysiciens viennent de passer 1 heure entre calcul et contrôle. En fait, on vérifie qu'il y a une bonne concordance entre le repère de la machine et le repère du patient. Donc ça, c'est fait quotidiennement tous les jours pour chaque patient. Quelques minutes plus tard, les manipulatrices ont pris le relais auprès de la patiente qui souffre d'une tumeur cérébrale. L'appareil ira jusqu'à prendre en compte sa respiration pendant le traitement. C'est au 1/10 millimètre près. Une haute précision qui permet au faisceau de rayons X de cibler au plus juste la tumeur et d'adapter les doses de traitement en protégeant les tissus sains environnants. Ne pas passer par les organes critiques tels que les yeux, les nerfs optiques, le tronc cérébral que l'on protège. Plus on va multiplier les faisceaux et plus on va protéger, on va diluer en fait la dose autour des autres organes. En revanche, il ne faut pas non plus trop en mettre parce qu'après il y a trop complexifié va nuire à la bonne réalisation du traitement, à sa reproductibilité, surtout au temps que le patient va passer sous son masque, parce qu'on tient en compte, bien sûr, le confort du patient est important. Le centre Georges-François Leclerc dispose de 2 autres accélérateurs et le Trilogie, inauguré en mai, est réservé à des traitements bien spécifiques. L'un concerne des localisations intracérébrales de petites tumeurs qui sont bénignes ou qui sont des récidives de maladies déjà en place, pour lesquels il n'y a pas d'autre possibilité, notamment pas de possibilité de reprise de traitement par chirurgie. Le deuxième cadre s'adresse à des localisations tumorales qui sont situées à l'extérieur du cerveau. On appelle ça la stéréotaxie extracrânienne.
et elle s'adresse particulièrement à des petites tumeurs du poumon, sans envahissement ganglionnaire, pour lesquelles la chirurgie n'est malheureusement pas possible. Actuellement, 5 personnes bénéficient de ce traitement de pointe au centre anti-cancer dijonnais. Elle devrait être une vingtaine cette année. Et on revient donc sur le plan de relance de François Fillon annoncé hier. Grande absente de ces mesures d'investissement, la RCEA, Elsa Bezin, Michel Garnier. C'est un dossier qui fait figure de serpent de mer. Une affaire qui mobilise élus, associations de défense et usagers depuis plusieurs années. En cause, la suspension du financement des travaux de la RCEA, principal itinéraire de traversée Est-Ouest de France. En 1993, une décision ministérielle valide la mise en place de 2 fois 2 voies sur l'ensemble de la Saône-et-Loire. Seulement 16 ans plus tard, seuls 80 des 240 km de travaux ont été financés. C'est la seule route nationale qui appartient encore à l'État, qui traverse donc le département d'est en ouest et du nord au sud. On pouvait penser qu'avec le plan de relance, c'était une occasion de réunir ce double objectif d'amélioration de la sécurité et d'une meilleure desserte de ce département. L'État est pointé du doigt, responsable selon les élus locaux du manque de sécurité sur cet axe. Une route où circulent chaque jour 25 000 véhicules, dont un quart de poids lourds. Une route très accidentogène où 8 personnes ont perdu la vie l'an dernier. En l'absence de financement, c'est également la question du développement du territoire qui est soulevée. Nous sommes sur des territoires avec des atouts industriels très impressionnants en Saône-et-Loire, aussi bien dans le centre de la Saône-et-Loire, autour de Châlons, de la communauté urbaine de Creusot-Monceau, que dans le sud, avec ce qu'on appelle la branche sud, autour d'un certain nombre de sites industriels majeurs. Or, ces sites-là, ils sont desservis par l'infrastructure routière. Et tant qu'on n'aura pas à notre portée une infrastructure digne de ce nom, à la fois on sera en danger, et en même temps, on aura peut-être plus d'avenir si effectivement on nous abandonne à notre triste sort. Ce que tous redoutent avec ce désengagement de l'État, c'est la mise en place d'une concession privée. En clair, la transformation en autoroute à péage, ce qui voudrait dire moins de sorties et donc plus de territoires isolés. Et même les animaux sont les victimes indirectes de cette crise économique. La SPA d'Auxerre est menacée de fermeture faute de financement. Les dons d'animaux sont de plus en plus fréquents en ce moment. Les propriétaires n'ont plus les moyens de s'en occuper. Basis Djaouti, Christophe Gaillard. Un animal par box, des chiens qui aboient. De l'extérieur, rien ne semble avoir changé à la SPA d'Auxerre. La crise ici se fait pourtant bel et bien sentir. Les bureaux sont transformés en infirmerie et le personnel contraint de cohabiter avec les animaux. Les gens adoptent moins et on a maintenant des abandons pour cause alimentaire. Des gens qui arrivent avec un chien en disant « je ne peux plus subvenir aux besoins de mon chien ». C'est quelque chose qui n'existait absolument pas il y a quelques années, qu'on voit depuis une petite année, des gens qui arrivent et qui nous disent les frais vétérinaires, les frais d'entretien, de nourriture, je ne peux plus. Voilà. Résultat, l'an dernier, 70 adoptions de moins, mais toujours autant d'abandons. Le refuge est en surnombre, il compte actuellement 48 chiens pour 42 box et 85 chats. Conséquence de la crise, les dons sont moins nombreux et moins conséquents. La SPA, qui ne fonctionne sans aucune subvention, est touchée de plein fouet. Ici, 8 salariés travaillaient encore en 2006, ils ne sont plus que 5 aujourd'hui pour faire tourner le refuge 7 jours sur 7. La situation est critique. D'ici une année, une bonne année, mais début 2010, on va commencer à se poser la question de savoir si oui ou non on ferme la SPA. Fermer la SPA veut dire donc 150 euthanasies, une cinquantaine de chiens, une centaine de chats, et puis le licenciement de 5 personnes. Plus que jamais, la SPA en appelle aux amoureux des bêtes, mais aussi aux communes, aux collectivités locales, bref, à tous ceux qui pourront aider le refuge à surmonter la crise. C'est aujourd'hui la survie de la SPA d'Auxerre et de ses pensionnaires qui est en jeu. L'Association nationale Parole d'hommes et de femmes propose à des élèves de rencontrer des immigrés, une initiative qui a déjà eu lieu dans 80 établissements scolaires en France. Et cette année, le lycée rural de Chamblanc en Côte d'Or participe à ce projet. Vous allez le voir, des élèves ont pu discuter avec un Italien qui a quitté son pays. Marilyn Barat, Alban Lucien. 2 heures pour résumer toute une vie. Mario Guzzi a relevé le défi. Cet Italien est le 2e témoin reçu par cet établissement, le 2e immigré à expliquer sa trajectoire, un parcours qui l'a mené en 1960 de sa Calabre natale en France. Car s'expatrier était une tradition familiale. La mère de Mario a vécu aux États-Unis, le souvenir de cet Eldorado a nourri l'enfant qu'il était. Et puis c'était aussi la promesse d'un avenir plus confortable. On a acheté la mortadelle, vous savez ce que c'est la mortadelle? On n'avait pas une tranche chacun, on était 7, 8, avec ma grand-mère on était 9. Mais après une grande tranche, comme ça, on a partagé un petit pour chacun, avec le bout de pain.
Très peu de pathos, beaucoup d'humour. Mario n'a pas subi l'émigration, il a choisi de quitter son pays. Et cela change tout, sa philosophie de vie, comme les difficultés d'une telle entreprise. On m'appelle spaghetti, macaroni, mais toujours avec ce au deuxième degré. Ne prenons pas ça comme une insulte, non, absolument pas. J'avais toujours refusé dès le départ d'aller dans des associations ou des journées spaghetti, parce que le seul moyen, justement, lorsqu'on est dans un pays qu'on a choisi, le seul moyen de s'intégrer, c'est de vivre avec les gens. Grâce au projet de l'association Paroles d'hommes et de femmes, à la fin de l'année, ces élèves auront rencontré 4 témoins, 4 histoires différentes. Immigration pour assouvir un rêve, pour les études, le travail ou pour fuir des violences politiques. C'est des malheurs, de la tristesse des fois, mais aussi de la joie et c'est tous les sentiments réunis. C'est très intéressant. Quand on écoute d'autres personnes âgées, des personnes différentes, on se pose des questions, mais chez moi, d'où je viens, qui je suis. Et là, on peut aller plus loin. Et l'objectif, c'est vraiment un lien, créer du lien social, créer du lien intergénérationnel. Vous êtes jeune, que vous devez faire encore votre chemin, que vous devez aller de l'avant, quoi qu'il arrive. Ne regardez jamais en arrière. L'arrière, c'est une expérience, un vécu, qui doit vous servir surtout d'expérience, mais toujours de l'avant. Vous devez aller toujours de l'avant. Difficile de se quitter après un moment si intime. Certains élèves prolongent encore de quelques minutes l'échange. Mais tous l'approfondiront en cours à travers l'écrit cette fois. Un livre d'or réunira ainsi tous les textes, lettres et poèmes inspirés par ces rencontres. Il y a près de 20 ans, après des siècles d'extraction, l'État interdisait de prélever du sable dans la Loire, cause de dégâts sur l'environnement. Cette décision a marqué aussi la fin d'une très longue tradition, une histoire sur laquelle est revenu le musée de Cosne-sur-Loire dans la Nièvre. Gérald Tessier, Régis Guillon. Dans une petite rue de Cosne, une cour abandonnée, celle où Patrick Chaput a entreposé ce godet tout rouillé, c'était en 1986. Il était en service depuis les années 30, draguant le sable au fond de la Loire. Patrick a été le dernier à arrêter, le dernier tireur de sable de la ville. Il y avait trop de contraintes administratives. On sentait bien qu'on s'y accrochait, on y croyait encore, mais bon, on nous a vraiment découragés. On vous a interdit d'exercer. Et on a fini par nous interdire. Oui. Au début des années 90, l'État n'autorisera plus aucune extraction de sable dans le lit mineur du fleuve, mettant fin à des siècles de tradition condamnés par les excès de l'industrie. Fini le temps du tir-jar, l'artisan tireur de sable sur sa barque, figure du paysage de Loire, comme en témoignent ces toiles d'Eugène Mesmin, peintes au XIXe siècle. Alors l'utilité était multiple, c'était bien entendu la construction des ponts de Loire, mais des bâtiments, des monuments. C'était également intéressant pour les verreries, par exemple, pour les briqueteries, alors c'est un exemple qui est un petit peu différent, mais également pour les maraîchers. Aujourd'hui, la Nièvre compte encore 7 sablières industrielles, mais cantonnées au seul limageur du fleuve ou au concassage. Il n'empêche, les dégâts sont là, irréversibles, après des millions de tonnes soutirées à la Loire. On s'est rendu compte dans les années 80 qu'on sortait du fleuve 100 fois plus de sable que la Loire ne pouvait en charrier. Donc ça a eu des conséquences évidemment sur l'enfoncement du lit, le déchaussement des piles de pont. Il y a eu plusieurs accidents à Tours, à Beaugency. Ça a eu des conséquences sur le grignotage des terres, sur le remplissage des bras morts également, qui n'étaient plus alimentés, ou sur tout simplement l'alimentation des nappes phréatiques. Et pour en savoir plus, un pan entier du musée de Loire à Cosne est aujourd'hui consacré à cette histoire sablière. Selon des chercheurs de l'université de Newcastle en Angleterre, les vaches laitières qui sont cajolées auraient un rendement supérieur, jusqu'à 250 litres de plus par an. Karine Henry et Thibaut Tavernier sont allés vérifier cette technique chez des agriculteurs picards. Voilà, alors là, moi j'ai fait ma liste avec mes noms, virgule, vénerie, vigne, binob, bambou, bulbe. Elles n'ont pas le choix des prénoms, les vaches? Ah non, elles n'ont pas le choix, non. C'est nous qui leur imposons. Marguerite, c'est commun, Pimprenel, c'est kitsch, c'est pas tout ça, mais il faut se creuser la tête pour trouver un nom. Heureusement, en cas de panne d'inspiration, il y a les mots du dictionnaire. Viviane a 120 vaches, pour faire simple, elle les appelle ses fifilles.
Elles répondent, hein, quand je les appelle en pâture, venez les filles, elles viennent près de moi. C'est là encore une grande idée de scientifique. À les croire, il suffirait de parler aux vaches, de les dorloter pour augmenter leur production de lait. Franchement, ça fait doucement rire les agriculteurs. On sait depuis longtemps ici que les vaches bien soignées offrent un meilleur rendement. Tout est déjà fait pour améliorer leur bien-être, sauf peut-être les massages. C'est certain que ça ne leur déplairait pas du tout qu'elles soient brossées, mais je ne me vois pas aller brosser 120 vaches. Là, il y a les brosses pour leur bien-être. Alors dès qu'il agite un coup, elles se déclenchent. La machine à câlin automatique, rustique, mais plutôt appréciée. Maurice et Marie-Josée bichonnent leurs 80 vaches toute l'année. Ils sont marrants, c'est scientifique, mais dans leurs statistiques, ils oublient souvent qu'un jour les hommes et les vaches devront se séparer. Le troupeau il est quand même assez conséquent, on ne peut pas s'attacher à toutes les bêtes non plus. Puis après le jour que la vache s'en va, ça fait mal au ventre. On se lie aussi, alors on ne peut pas avoir plus de sentiments pour l'une ou pour l'autre, c'est un ensemble. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur. Dernière ligne droite à présent pour les organisateurs de la Transjurassienne. La course pourra bien se courir ce week-end sur les 76 km entre Lamoura et Mout. Le point avec Sophie Courageau, Laurent Brocard. Le ballet des engins a débuté. À une semaine de la course, le ruban blanc est assuré sur le parcours. Un ruban blanc fragile dans le Val de Mout. Les machines confortent donc la piste. En cas de redout, les organisateurs gardent sous le coude un deuxième tracé pour les derniers kilomètres. On maintient le passage à Chaux-Neuve, on travaille dessus, on aménage la piste correctement de manière à faire Chaux-Neuve-Mout. Et au cas où la météo soit trop capricieuse et trop douce et que ce parcours oblige à faire patauger les skieurs, quand même plus de 3000 participants samedi-dimanche. Donc on envisage quand même la possibilité de venir par le haut de Mout, c'est-à-dire par la piste Fabriski, et la descente de chemin des Roches et l'arrivée toujours à Mout. Le tracé définitif sera validé en milieu de semaine. En tout cas, l'enneigement très précoce sur le massif a permis aux fondeurs de s'entraîner. Ils sont 4100 inscrits sur les courses du week-end. Côté sportif, la Transjurassienne affiche déjà quelques belles pointures du nordique. Bien entendu, les vainqueurs de l'année dernière seront là, pas pour faire de la figuration, aussi pour en découdre. Donc Cataneo et Jambaeva, vainqueur homme, vainqueur dame. Et puis effectivement Daniel Tinel et j'en passe. Pourquoi ? Parce que voilà, les sélections au championnat du monde sont pas faites dans toutes les fédérations et dès que ce sera fait, on aura des inscriptions encore de dernière minute, c'est sûr. À Mout, une grosse semaine attend les bénévoles. Les installations de la Coupe du Monde de combiné nordique de Chaux-Neuve vont être démontées puis remontées à Mout. Mout qui va retrouver sa Transjurassienne après 2 années d'absence. Ce soir à 18h40, Sam Ankpader sera en direct de Bourbon-Lancy en Saône-et-Loire où une discothèque propose depuis le début de l'année des soirées sans alcool. Et puis nous l'avons appris ce matin, le décès de Jean-Noël Gentelet, journaliste à France 3 Bourgogne depuis plusieurs années. Toutes nos pensées vont bien sûr à sa famille et à ses amis aujourd'hui. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon appétit et bonne journée à tous sur la 3.